Présentation du texte libre. En tant qu'enseignant en formation, vous avez probablement déjà expérimenté les rédactions classiques dans vos classes. Ces exercices structurés, souvent basés sur un sujet imposé, visant à développer les compétences d'écriture des élèves tout en respectant des règles précises. Cependant, ces pratiques peuvent parfois rencontrer des obstacles, des élèves peu motivés, des productions limitées ou mécaniques et un sentiment d'échec qui peut freiner leur envie d'écriture. Une alternative engageante, le texte libre. Le texte libre, issu de la pédagogie Freinet, offre une réponse innovante à ces difficultés. Contrairement aux rédactions traditionnelles, cette pratique libère les élèves des contraintes thématiques et formelles. Ils choisissent librement le sujet, le style et la longueur de leur texte. En leur donnant cette autonomie, vous stimulez leur motivation intrinsèque, ce désir profond d'apprendre et de créer pour le plaisir et la satisfaction personnelle, sans dépendre uniquement de récompenses externes comme les notes. Sur l'utilité du texte libre, je pense que c'est important de dire que le texte libre, en fait, il sert uniquement à transformer l'objet en sujet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant il écrit, il s'exprime, son objet de texte se transforme en l'expression de lui-même et la reconnaissance de cette expression et de l'être qu'il est, quoi. Donc l'enfant qui s'exprime librement, il prend en fait un autre statut. Et le texte libre, il sert à ça uniquement. Il ne sert pas à la base à faire de l'étude de la langue. C'est une conséquence, mais il sert vraiment à transformer l'objet en sujet. En somme, le texte libre ne sert pas uniquement à étudier la langue, même si cela en devient une conséquence naturelle, mais avant tout à permettre aux élèves d'être pleinement eux-mêmes et de développer leur confiance en leur capacité à s'exprimer. Préparatif. Nous allons voir maintenant comment concrètement vous pourriez mettre en place le texte libre dans votre classe. Comment l'intégrer dans l'emploi du temps? Pour de nombreux enseignants, instaurer la pratique du texte libre peut sembler intimidant au début. On se demande souvent quand et comment l'intégrer dans l'emploi du temps de la classe et comment l'utiliser pour aborder d'autres notions. Cependant, avec un peu d'organisation et de régularité, il est possible de créer une routine efficace qui favorise une culture commune de l'écriture dans la classe. Cette régularité permet aux élèves de s'habituer à cette pratique et de développer progressivement leur créativité et leur aisance à l'écrit. Il n'y a pas de nombre exact de textes libres qu'un enfant doit produire en une année. Ce qui importe avant tout, c'est de commencer et d'instaurer une pratique régulière. Par exemple, consacrer 20 à 30 minutes par jour à cette activité peut être une excellente manière de développer l'habitude d'écrire. Nous estimons qu'une vingtaine de textes par an constitue un objectif intéressant. Cependant, ce n'est pas tant la quantité qui compte, mais la constance dans la pratique. Le texte libre dépasse le simple exercice d'écriture. Il permet aux enfants de s'exprimer librement et de s'autoriser à partager leurs idées. En écrivant et en écoutant les productions des autres, ils découvrent des perspectives différentes et participent à la création d'une histoire collective au sein de la classe. Cela dit, le texte libre n'est qu'un aspect des activités d'écriture dans une classe Freinet. Les élèves doivent également avoir l'occasion de produire une grande variété de types d'écrits. Cette diversité leur permet non seulement de développer des compétences complémentaires, mais aussi de contribuer à enrichir cette histoire commune en tissant des liens entre leurs expériences personnelles et celles du groupe. Quels outils prévoir? Ce qui est formidable avec le texte libre, c'est qu'il demande très peu de matériel, ce qui en fait une pratique simple, accessible et démocratique. Pour les élèves, il suffit finalement de prévoir quelques cahiers, un cahier spécial pour leur premier jet et un cahier d'écrivain pour les versions finales, soigneusement recopiées sans erreur. On peut également prévoir un cahier d'œuvres destiné à rassembler toutes les créations abouties réalisées tout au long du parcours scolaire. Ce cahier incarne l'idée que chaque projet mérite d'être poussé à son meilleur niveau avant d'y figurer. Idéalement, ce cahier devrait accompagner l'enfant tout au long de sa scolarité, devenant ainsi une trace précieuse de son travail créatif et de ses recherches. Pour vous, enseignants, un tableau de suivi peut être un outil précieux pour organiser efficacement le travail des élèves et structurer le processus d'écriture.
Il permet de savoir en un coup d'œil où chaque élève en est dans les différentes étapes. Brouillon, relecture, illustration, mise au propre. Par exemple, si vous appelez Juliette à votre bureau, vous savez immédiatement qu'elle a terminé son brouillon et qu'il est temps de lui demander son dessin. Dans une organisation où l'on vise un texte par semaine, ce tableau évite de perdre du temps à chercher des informations, aussi bien pour l'enseignant que pour les élèves. Ce système facilite également la planification des tâches. En rentrant chez vous, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Corriger un brouillon, relire un texte tapé, scanner une illustration. Et dès le matin, il devient simple de lancer le travail. Vous trois, commencez vos illustrations. Vous quatre, passez à la relecture. Ce tableau devient ainsi un véritable outil d'organisation du travail collaboratif qui allège considérablement la charge mentale et permet à chacun d'avancer efficacement. Pour structurer les séances et impliquer les élèves dans la gestion du temps, vous pouvez également utiliser un minuteur visuel ou un sablier. Ces outils, combinés éventuellement à des rôles tournants comme maître du temps ou distributeur de parole, favorisent l'autonomie des élèves et la fluidité des séances. Pour plus de détails sur ces outils et leur mise en œuvre, un document dédié est disponible sur le site. Les 3 étapes du processus. Étape 1, expression libre et autodétermination. Alors, parlons maintenant de la première étape de notre fameux triptyque expression, recherche et communication. La première étape, l'expression libre, est au cœur de la pédagogie Freinet. Elle vise à développer l'autodétermination chez l'enfant, c'est-à-dire sa capacité à faire des choix et prendre des décisions de manière autonome. Pour favoriser cette autodétermination, on donne à l'élève la liberté de choisir ses sujets de travail selon ses intérêts. On l'encourage à parler de son vécu, de son environnement, de ce qui le touche. Cette approche permet à l'enfant de s'approprier ses apprentissages en travaillant sur des sujets qui ont du sens pour lui. Elle stimule sa motivation intrinsèque et son engagement. En donnant à l'élève le pouvoir de s'écrire et de partager son monde intérieur, on cultive son autonomie et sa confiance en soi. L'expression libre devient ainsi un puissant levier pour développer l'autodétermination de l'enfant et le rendre auteur de ses apprentissages. Au début, c'est vrai que les textes des enfants, surtout des plus jeunes, peuvent sembler basiques. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que même dans ces petits textes, qu'ils parlent de choses réelles ou imaginaires, on retrouve déjà les grandes questions qui traversent toutes les œuvres humaines. La peur, l'amour, la souffrance, le pouvoir, le rapport à soi et aux autres. Parce que, l'air de rien, c'est souvent les mêmes thèmes qui reviennent dans les textes d'enfants. Donc il y a les histoires de rencontres, les histoires d'amour, les enfants seuls, les animaux. Puis souvent ça se mélange, il y a l'histoire d'amour avec des animaux, et puis des abandons, la mort, la vie, ce que j'ai fait le matin, les vacances, les anniversaires. Et puis, petit à petit, en grandissant, l'enfant va pouvoir explorer d'autres mondes à travers ses écrits. C'est comme ça qu'il s'ouvre et qu'il grandit. Comment initier le travail d'écriture ? Quand on démarre avec le texte libre, il faut vraiment s'assurer que tous les élèves se lancent dans l'écriture. On ne veut laisser personne sur le bord du chemin. Alors on va les encourager, les stimuler, on peut leur demander s'ils ont une idée pour leur texte, si quelqu'un a un autre sujet à proposer, voir si certains sont un peu bloqués, leur suggérer des idées. On peut aussi faire une pause au bout de 5 minutes et demander aux enfants qui ont commencé à écrire de dire en quelques mots ce sur quoi ils écrivent. Ça pourra inspirer ceux qui n'arrivent pas à se lancer. On peut aussi avoir une liste de thèmes co-construite affichée quelque part dans la classe. Certains enseignants utilisent également d'autres outils, permettant de stimuler et de varier le travail d'écriture. Avec le temps, j'ai remarqué que face à la page blanche et à l'injonction de t'écrirais bien le texte, il y avait des enfants qui étaient un peu perdus et qui n'avaient pas forcément assez d'imaginaire, ou en tous les cas la volonté de mettre cet imaginaire au service d'un long texte. Et que par contre, ils étaient attirés par le fait de dessiner et puis d'illustrer ce qui était dessiné. Et la BD, pour ça, est vraiment très bien. Quand j'ai vu cet outil, je l'ai pris. Parce qu'il y en a qui, parfois, vont un peu comme en art. On rentre parfois dans la matière et puis on trouve le sujet qu'on va exprimer une fois qu'on est vraiment dans la matière. Ici aussi, il y en a qui commencent en choisissant un personnage, qui ont envie de faire un décor et puis qui vont trouver ce que le personnage dit.
Alors évidemment, c'est beaucoup plus pauvre au niveau du texte, mais ça leur permet une satisfaction plus immédiate et ils ont quand même cette valorisation de j'ai créé quelque chose, j'ai créé une histoire et je la présente aux autres. Et généralement, c'est un passage. J'avais un peu peur qu'il y ait des élèves qui s'enferment dans la bande dessinée, mais souvent, quand ils ont pris un peu leurs aises, ça devient plus facile pour eux de retourner vers le texte libre plus long. Comment faire avec les plus petits, celles et ceux qui ne savent pas encore écrire? Jenna, tu peux venir au texte libre si tu veux. Donc, vu qu'on veut que tous nos élèves soient auteurs, et particulièrement de leurs textes, on s'arrange pour leur donner les moyens d'y arriver. Alors, quand c'est un élève qui ne maîtrise pas bien la langue, ou tout simplement qui n'est pas encore rentré dans l'écrit, mais particulièrement avec un enfant qui ne maîtrise pas bien la langue, on passe obligatoirement par la dictée à l'adulte. Non seulement pour écrire à sa place, mais ça on le fait aussi avec des enfants qui maîtrisent bien la langue mais qui ne savent pas encore écrire, mais surtout pour les aider à reformuler leurs idées. Donc ils ont une envie, un élan, ils font un dessin, ils ont envie de raconter quelque chose, mais ils ne savent pas bien le formuler. Et c'est grâce à l'adulte qui va leur aider à reformuler les choses, qu'on va essayer de rester le plus proche de leur premier élan, de leur première envie, tout en apportant un petit peu de finesse et un petit peu de précision dans ce qu'ils vont écrire ou dans ce qu'on va écrire pour eux. Donc quand on passe en dictée à l'adulte, on prend directement leur cahier d'œuvre et on écrit pour eux. Voilà. Et c'est en face de leur dessin qui va leur servir de support qu'on va raconter leur histoire. Le stade après, on fait aussi des dictées à l'adulte pour des élèves qui s'expriment mieux, mais qui ne sont pas dans l'écrit. Et là, on va juste écrire pour eux ce qu'ils nous disent. De toute manière, on leur fait reformuler certaines choses, on leur demande de préciser. Quand ils vont dire c'est l'histoire d'une petite fille qui, oui, mais ça se passe quand? Comment s'appelle cette petite fille? Est-ce qu'on ne préciserait pas le lieu? Et petit à petit, on les aide à apporter un peu plus de finesse aussi dans leur maîtrise de la langue. Et on l'écrit pour eux et eux le recopient. Tant bien que mal au début, mais bon, voilà, à force, c'est de plus en plus élégant. Attends, il y a une petite fille, elle voit un arc-en-ciel. Elle est contente ou elle n'est pas contente? Elle n'est pas contente. Pourquoi? Parce qu'elle aime bien de l'arc-en-ciel. Elle est allée au haut de l'arc-en-ciel. Elle va en haut de l'arc-en-ciel. Et pourquoi elle n'est pas contente alors? C'est rigolo ça. Je vais déjà écrire ça, d'accord? La dictée à l'adulte, ce n'est pas aller vers notre élan et vers notre culture ou notre littérature. Au début, j'avais tendance à vouloir trop élever, à mon sens en plus, parce que ce n'est pas forcément objectif, élever le niveau de langage des élèves. Et donc, non seulement je crois que je dénaturais l'élan premier de l'enfant, mais en plus, j'y passais énormément de temps. Et généralement, sur une période de plan de travail comme ça, je ne faisais qu'un texte et parfois pas complet. C'est en allant observer des collègues en France que j'ai un peu réduit mes ambitions. Les textes sont moins longs, ils sont parfois moins riches, mais ils sont plus justes, plus proches de l'élan naturel de l'enfant et ça me permet d'en faire plus. Or, c'est ce que mes collègues français m'avaient fait remarquer, c'est à force d'en faire beaucoup qu'on devient autonome. Et à comparer, faire 3 textes extraordinaires, très longs, avec beaucoup de compléments, beaucoup d'adjectifs, mais seulement 3 sur l'année, ou une douzaine, un peu plus court, un peu plus pauvre façon de parler, mais plus proche de ce que l'enfant fait et veut, et c'est beaucoup plus porteur. Voilà. En tous les cas, c'est ce que j'ai remarqué. Et moi, j'en ai plus de satisfaction dans ma pratique et je crois, il faudrait voir avec eux, mais je crois qu'eux aussi, ils augmentent le répertoire en tout cas.